Elle fait chaque année la une de la presse hexagonale, la franc-maçonnerie. Mystérieuse et pleine de décorum, elle suscite curiosité ou rejet. Mais quelle est sa présence en Martinique? Nous serions, selon certains, la région la plus maçonnisée de France. Les frères et sœurs sont estimés à 3 ou 4 000, répartis dans près de 70 loges. Chefs d'entreprise, cadres d'administration, journalistes, politiques, nombreux sont ceux qui ont enfilé l'écharpe. Mais le secret sur l'appartenance reste la règle d'or, un secret qui protège autant qu'il dessert. Suivez-nous aux portes des temples. J'ai l'impression que toute la Martinique est maçon. Ce cri du cœur, c'est une participante du Cénacle de 2015 consacrée à la franc-maçonnerie qui le pousse. Il y aurait en Martinique 2 fois plus de maçons que la moyenne nationale. Entre 3 et 4 000 frères et sœurs. Éric Hercil-Héloïse est l'un d'entre eux, affilié à la Grande Loge nationale. Il est aussi journaliste à France Antilles et l'un des rares à afficher son appartenance jusqu'au bout des doigts. Cette attirance pour la franc-maçonnerie, il l'explique par le même réflexe que celui qui a conduit les Martiniquais vers la fonction publique. La maçonnerie représente, comme l'orfèvrerie, comme le fait de pouvoir porter des chaussures, une lutte des batailles serviles, ce qu'on appelle les luttes serviles. Quand on regarde l'évolution sociale des nègres, gens de couleur, ça ne veut rien dire, des nègres, ils passent par des professions libres, des professions de gens libres, c'est bijoutier, machin, puis fonctionnaires. La franc-maçonnerie, autrefois réservée aux Blancs, devient symbole de conquête sociale et de contre-pouvoir à l'oppression coloniale. S'y retrouvent alors tous les notables de Martinique, de Cyril Bicêtre à Louis des Étages, Victor Sévère ou encore Joseph Lagrosilière. Ils ont tous prêté serment. Mais avant d'aller plus loin, pour les profanes, comme on appelle les non-maçons, voyons l'architecture de la franc-maçonnerie. D'abord, il y a les obédiences. Grand Orient, Grande Loge de France, Droit humain, Ordre initiatique de l'art royal. Les obédiences sont des dizaines. On peut y penser comme à des écoles. Au sein de ces écoles, il y aurait des classes, environ 70 en Martinique, appelées loges ou ateliers. Quand ils le peuvent, tous se réunissent dans des temples, au Lamentin, à Ducos ou encore à Tartançon. Et que font-ils donc dans ces temples? Des rites, des travaux, avec un objectif affiché, s'améliorer. Michel Monrose fut conseiller de l'ordre au Grand Orient, qui nous a ouvert ses portes. Ce sont des valeurs universelles, donc de tolérance, de respect des autres, d'amour de son prochain, un certain nombre de valeurs humanistes. Ce sont des engagements que vous prenez déjà pour travailler sur vous-même, parce que le but de la franc-maçonnerie est de s'améliorer soi pour ensuite pouvoir améliorer la société. À la gloire du grand architecte de l'univers, au nom de la franc-maçonnerie universelle. Comme c'est un ordre initiatique, il y a des rituels spécifiques à toutes les étapes. Pour y entrer, par exemple, le candidat a les yeux bandés. Les images que vous voyez ont été tournées en France. Nous n'avons pas eu le droit d'en faire autant en Martinique. S'il est accepté, le candidat devra ensuite assister aux réunions sans parler pendant 1 an. Il jure le secret sur l'appartenance des autres. Il est alors apprenti. Une fois intronisé, il existe des signes de reconnaissance spécifiques, des manières de se saluer, de plus en plus secrètes à mesure que l'on monte les grades, et des accessoires que ne renieraient pas les amateurs de jeux de rôle. À cause de tous ces secrets et ces rites, la franc-maçonnerie n'est pas forcément en odeur de sainteté auprès de l'Église catholique et dans l'opinion publique. Quand on promène son micro dans les rues, voilà ce que l'on entend. Pour moi, c'est une secte, voilà. Une secte une secte d'élite. C'est une secte. Pour moi, c'est une secte. Pourquoi? Négatif pour moi aussi. Pourquoi? Pour ce qu'ils viennent de dire. La secte, à peu près. Et c'est encore plus frappant au sortir de la cathédrale. C'est un truc de diable, je pense pas, je sais pas trop. Les chrétiens pensent que la franc-maçonnerie, c'est lié au mal. On ne peut pas être les deux, c'est pas possible. Pourquoi? Ça n'est pas possible d'être les deux. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu.
Donc être franc-maçon, c'est être contre Dieu. À mon avis. À mon avis, c'est être contre Dieu parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Moi, je ne sers qu'un. Ils servent quel maître, eux? Ah, je ne sais pas. L'autre. Dans le casting des théories du complot, les francs-maçons figurent en bonne place sur YouTube. Des accusations que ne reprennent pas à leur compte les responsables de l'Église, mais ils n'envoient pas pour autant leurs paroissiens dans les temples maçonniques. Bien au contraire. L'archevêque David Macaire s'est exprimé dans une catéchèse en mars dernier. Peut-on à la fois être franc-maçon et servir l'Église? Non. On ne peut pas à la fois avoir la foi, c'est-à-dire considérer que le chemin vers Dieu vient d'abord de Dieu et moi ensuite je m'exprime dans le champ que Dieu m'a donné, et de notre côté dire je n'ai pas besoin d'une révélation pour comprendre la vérité des choses. Pourquoi cette réponse si catégorique, alors que certaines obédiences comme la Grande Loge nationale prononcent leur serment sur la Bible? Nous avons demandé des éclaircissements à l'archevêché. La démarche de foi est aussi une démarche d'obéissance. Cette autorité dans la société secrète, elle est en vis-à-vis. Il y aura nécessairement à un moment donné, conflit d'intérêts. Sur la question de la fraternité. La fraternité, c'est pas mes frères de loge. La fraternité pour le chrétien, c'est tout homme. Tout homme est mon prochain. Vous voyez, l'ésotérisme, il est un peu gênant parce qu'il est réservé à ceux qui sont choisis, qui sont appelés à entrer dans l'initiation, qui sont acceptés, parce que tout le monde n'est pas accepté. Nous sommes d'accord? Le chrétien, tout le monde peut venir, tout le monde peut entrer. L'initiation, l'Esprit Saint est donné totalement par les sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Reste que la relation entre la franc-maçonnerie et l'Église n'est pas sans évoquer une certaine rivalité. C'est d'ailleurs ce qu'estime un curé français, Pascal Vézin, exclu en 2013, car franc-maçon. L'Église, fortement structurée dans un système hiérarchique, ne peut tolérer une autre autorité que la sienne. Une influence sur la société qui concurrencerait celle de l'Église. Mais alors, quelle est la portée de cette influence? Et qui sont les francs-maçons martiniquais? Ils sont rarement ouvriers, plus souvent architectes, chefs d'entreprise, cadres. Votre médecin est peut-être franc-maçon, votre mère l'est sûrement. Il ne faut pas sous-estimer le poids de la maçonnerie dans certaines décisions. Si je vous dis par exemple, aller sur les 34 communes, combien il y aurait de maires maçons? Je pourrais difficilement vous en parler parce qu'il existe une loi. Il existe une loi qui veut qu'on ne peut pas dévoiler un frère. Non, je ne vous demande pas les noms, un pourcentage. Une majorité. Maire, Raymond Saint-Louis-Augustin l'a été, de Fort-de-France. Il appartient à l'ordre initiatique de l'art royal, dit Ouattara, et en parle très librement. Quand il était maire, il n'était pas le seul frère au conseil municipal de la ville. Il me semble que nous étions 11 maçons, tous de la majorité municipale. Nous sommes combien? C'est 52, je crois que le conseil municipal c'est 52. Vous verrez des maçons occupés dans l'échiquier politique, tous les échiquiers politiques. Pour le Front National, j'ai des doutes, voyez-vous. Mais tout le reste, vous avez des maçons qui, pour aller vite, qui sont de droite, d'autres qui sont de gauche. En Martinique aussi? En Martinique aussi. Il y a des maçons dans tout l'échiquier politique? À ma connaissance, oui. Des francs-maçons dans tous les partis. Ce jour-là, il y a un colloque sur l'Europe. Tous les politiques y sont. Nous cherchons donc la confirmation. Est-ce que vous connaissez des hommes politiques parmi vous qui y en font partie? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à eux? La plupart en font partie. Vous savez, moi je n'ai pas la langue de bois. Dans la justice, dans la police, chez les hommes politiques, c'est-à-dire là où il y a une forme de pouvoir, il y a la franc-maçonnerie. En Martinique aussi? Et en Martinique, beaucoup. Et moi, je suis parti de rien et j'ai jamais voulu trouver des gens qui veulent m'aider ou qui veulent
faire certaines choses avec moi. Donc je n'ai pas besoin de secte, jamais dans ma vie. S'il y a beaucoup d'élus francs-maçons, nous devrions en trouver un ou deux. Nous posons la question à tous ceux que nous rencontrons. Monsieur Robin, est-ce que vous êtes franc-maçon? Ah, pas du tout. Je ne suis pas franc-maçon, je suis membre d'aucune loge, je n'appartiens à aucune obédience d'aucune sorte. Voilà. Est-ce que vous connaissez des politiques qui sont francs-maçons? Oui, j'en connais. Vous pouvez nous dire qui? Non. Pourquoi? Mais il leur appartient de se dévoiler. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non, je ne le suis pas. Est-ce que vous connaissez des politiques qui sont francs-maçons? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas l'intérêt de cette question, parce que je considère que ça relève de la vie privée. Je peux vous dire que je n'ai jamais été franc-maçon et que je ne le suis pas. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont francs-maçons dans le milieu politique? Oui, j'en connais, oui, effectivement. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Alors j'aurais préféré que vous me posiez une autre question. Parce que je pense que l'être ou ne pas l'être, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt par rapport aux missions que j'ai. J'aurais aimé qu'on me pose la question, peut-être, est-ce que je suis chrétienne, catholique, vous pouvez être les deux. Adventiste, évangéliste, voilà. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non. Est-ce que vous connaissez des politiques qui sont francs-maçons? Non, enfin je ne sais pas avec certitude s'ils le sont ou pas. Est-ce que vous êtes maçon? Je ne suis pas maçon. Non, pas du tout. J'avoue que la question me surprend, mais j'ai envie de dire qu'autour de moi, j'ai des amis qui sont maçons. Oui. Y compris politique, donc? Politique, oui, très certainement. Très certainement, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Ah non, je ne suis. C'est pas mon rôle de pouvoir donner le nom des gens. Chacun assume. Pierre Petit est en train de passer, il dit elle. Son appartenance, donc bon, je respecte un petit peu, je respecte. Monsieur Claude Lise, est-ce que vous êtes maçon? Mais est-ce qu'on répond à ce type de questions? Non, je ne suis pas. Pierre Petit est en train de dire que vous l'êtes. Voilà, peut-être qu'il pense que je suis membre d'une loge d'un pays étranger. Donc vous n'êtes pas maçon? Non. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Non. Vous avez posé une question, j'ai répondu. Oui. Ah oui. Est-ce que vous en connaissez autour de vous? Ah oui, mais je les respecte, je ne veux pas les citer, mais je les respecte. Vous l'aurez compris, tout le monde connaît des francs-maçons, mais personne ne l'est. Or, dans cette série d'interviews, au moins 3 personnes nous ont été confirmées maçons par d'autres membres de loge. À l'ancien Conseil général, la salle de délibération affiche depuis des décennies ce tableau maçonnique. Depuis la création de la collectivité, la grande majorité de ses présidents a appartenu à la franc-maçonnerie. Mais l'influence de la franc-maçonnerie ne passe pas forcément par les élus. Dans les administrations, bon nombre de cadres supérieurs font partie des loges. Les témoignages qui suivent sont anonymes, mais émanent de sources autorisées. Voici comment ça se passe selon un haut cadre de collectivité locale. On voit arriver une personne qui va vous toucher un mot en faveur de quelqu'un, puis une deuxième qui va en faire autant, puis une troisième. C'est comme ça que ça marche, ils défilent tous dans ton bureau et disent la même chose. Autre exemple encore plus spécifique, donné par un deuxième cadre dans une collectivité de premier plan. Les francs-maçons faisaient leur travail comme les autres, jusqu'à l'arrivée de Monsieur X au cabinet. Alors lui, on a vu qu'il avait vraiment comme mission de faire avancer les dossiers des maçons. Il prend les dossiers un par un et puis il les débloque. Et là, les frères se sont mis à venir le voir directement pour faire passer leurs dossiers. Et puis tant pis s'il y avait des choses plus prioritaires. Cette influence souterraine est également mise en avant lorsqu'on évoque les affaires judiciaires. Elle prend alors une tournure franchement sulfureuse. Voyons cette histoire. Il y a quelques années, un avocat du barreau de Fort-de-France balance une consoeur d'une voiture. L'agresseur est franc-maçon, la victime non. L'un des témoins de cette affaire, également avocat, nous raconte l'ambiance après la plainte de la victime. Malheur pour elle, le procureur de la République était lui aussi franc-maçon. Donc c'est l'avocat de la victime qui a subi les pressions, non pas seulement du procureur de la République, mais du préfet de l'époque. Ça a fait une histoire pas possible, et donc c'est grâce à la résistance et au courage de l'avocat de la victime que cette affaire est arrivée en audience. On a découvert comment la franc-maçonnerie pouvait des fois tenter
de sauver l'un des leurs, d'étouffer une histoire. Plus récemment, c'est à l'affaire Seregmia que la franc-maçonnerie a été associée dans l'opinion publique. Corinne Mancé-Caster, alors présidente de l'université, découvre la disparition des fonds européens. Elle se heurte soudain à une résistance multiforme. Conseils amicaux d'abandonner l'affaire, pression sur sa carrière, c'est surtout l'identité des discours qui frappe la présidente. C'est souvent le décalage qu'il y a dans l'attitude de quelqu'un dont vous connaissez les discours habituellement, dont vous connaissez les postures, et qui va se mettre à avoir des réactions complètement en déphasage avec ce qui est attendu, par exemple par rapport à ce scandale, des personnes qui vont vous recommander de ne pas aller trop loin, qui vont essayer de vous influencer, des conseillers de ministres, des sénateurs, oui, très très haut, des personnes qui essayaient justement subtilement d'établir des relations de proximité avec moi pour mieux me conseiller de laisser tomber en essayant de me faire obtenir quelque avantage à cette démission. Dans les conseillers très haut placés, il y a un monsieur qu'on va appeler, on va l'appeler David. David Bambouzeré, il cherche à vous influencer de plusieurs manières différentes et à un moment vous le rencontrez systématiquement sur votre chemin d'une façon qui fait presque froid dans le dos. Racontez-nous. Oui, effectivement, ce David Bambouzeré, j'avais l'impression qu'il avait le don d'ubiquité. En fait, quel que soit le rendez-vous que j'avais dans les ministères ou dans d'autres institutions, je m'asseyais, donc je saluais, je m'asseyais et à peine étais-je assise, on me disait « Monsieur Bambouzeré vous salue et vous fait savoir qu'il sait que vous êtes là ». Tous les acteurs ne sont pas dans l'ombre. Le soutien le plus emblématique, c'est celui de Camille Chauvet. Alors élu régional, ce franc-maçon affirmé attaque plutôt brutalement la présidente de l'université et n'hésite pas à s'afficher avec le directeur du Seregmia. Un soutien qui, nous dit-il, n'a rien à voir avec son statut de franc-maçon. Je ne sais pas si Fred Selimène est un frère. Je ne sais pas si c'est un frère. Moi, je me retrouve dans cette histoire du Seregmia parce qu'on a voulu coller cette affaire au PPM, l'homme d'une plénière. Et depuis, je me bats contre le fait que l'on veuille associer le PPM à cette histoire. Donc c'est pas la franc-maçon? La franc-maçonnerie, c'est les malades qui vous racontent ça, qui vous disent que la franc-maçonnerie... Il y a des malades qui voient la franc-maçonnerie partout. Ils les voient partout. Donc la franc-maçonnerie n'a pas mis son doigt dans la... Mais je vous garantis, ma tête sur une guillotine, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec cette affaire du Seregmia. Voyez l'affaire Seregmia. J'en parle parce que c'est une affaire extraordinairement publique. J'ai entendu des gens dire, c'est des francs-maçons, etc. Si bien que j'ai invité l'une des personnes que j'entendais dire ça, et qui est une personne bien placée sur le plan politique. Je lui ai dit, je t'invite à une galerie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que ça me peinait d'entendre quelqu'un pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, quoi, dire n'importe quoi. Elle est venue, je lui ai dit, tu viendras en personne libre, et tu repartiras en personne libre, et tu en feras ce que tu voudras après. Donc elle est venue, elle en a entendu, et il me semble que depuis, dans ce discours, je n'ai plus entendu parler de la maçonnerie. L'omniprésence des francs-maçons, la première juge d'instruction du Seregmia en était en tout cas convaincue en quittant le dossier, nous disent 3 sources judiciaires concordantes. Faut-il en conclure que le serment d'entraide que prononce chaque franc-maçon l'oblige à soutenir n'importe quelle malversation? Rien d'aussi simple. C'est également un franc-maçon, Olivier Jean-Marie, qui dirige le comité anticorruption contre le Seregmia, et il n'est pas tendre. En lisant les rapports sur le Seregmia, j'ai découvert une culture de la menace, de l'insulte, de l'impunité, de l'escroquerie, de la fraude. Autre contre-exemple, ce sont parfois des francs-maçons qui divulguent certaines informations à la presse sur des affaires de corruption, au péril de leur carrière. La fraternité maçonnique a de toute façon ses limites, celles de tout groupe humain où l'on trouve des amis et des ennemis. Maurice Laouché a quitté sa loge il y a quelques années. Pour lui, le serment d'entraide que doit prêter chaque franc-maçon, jurant de porter assistance à son frère, n'a pas fonctionné. Les francs-maçons, je le répète, ne sont que des hommes. Lorsqu'ils voient des batailles se livrer à des niveaux qu'ils estiment trop élevés pour eux, ils évitent de s'en mêler. Et moi, j'ai eu plusieurs difficultés dans ma vie professionnelle, comme beaucoup de gens. À aucun moment, je n'ai trouvé aucun franc-maçon
pour m'aider à m'en sortir, à aucun moment. Lorsqu'il avait été question que je sois nommé à la tête du Crédit Agricole de la Martinique, il y a quelqu'un qui était franc-maçon et qui allait dire à Paris, vous savez, vous allez nommer un franc-maçon à la tête du Crédit Agricole de la Martinique. C'est parce que vous êtes franc-maçon, pas qu'à payer l'impôt. Vous comprenez? C'est parce que vous êtes franc-maçon, vous n'avez pas passé échou à l'oral, comme c'est franc-maçon, il ne pas connaître, ce que vous dites là, c'est vrai, hein? J'ai déjà eu des accrochages, bon, avec des frères, parce que bon, ils estiment que je n'ai pas été assez, bon, tolérant avec un de leurs enfants qu'ils avaient recommandé. Ça ne fonctionne pas comme ça, hein. La maçonnerie a d'ailleurs sa propre justice et une panoplie de sanctions. Camille Chauvet a lui-même été frappé de 2 ans de suspension. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion. Je ne parlerai que de l'obédience à laquelle j'appartiens, au Grand Orient de France. Nous ne couvrons aucun fait délictueux, aucun frère ou sœur qui commettrait des choses hors morale et hors de la loi et qui ne respecte pas le règlement général. La fraternité n'admet pas et n'excuse pas tout. Ceux qui pensent qu'en venant en maçonnerie, ils seraient couverts, je crois qu'ils auraient fait le mauvais choix. Comme les prêtres pédophiles que l'on change de paroisse, certains expulsés d'une obédience sont cependant récupérés par une autre. La morale maçonnique se veut en tout cas du côté du bien. Le progrès de l'humanité, l'amélioration personnelle, la démocratie. En voyant arriver ces 2 personnes dans le temple de Tartanson, on pourrait presque croire à un couple. Ils appartiennent pourtant à 2 partis politiques en guerre ouverte. Le MIM pour Charles Saint-Aimé, le PPM pour Nicole Laguerre. Membres de la même loge au Grand Orient, leur complicité ne fait aucun doute. La franc-maçonnerie efface les appartenances partisanes. Bon, on est franc-maçon, c'est-à-dire on est lancé dans un mouvement de fraternité, dans un mouvement philosophique et aussi de recherche de l'amélioration de l'être humain. Et il n'y a pas de RPR, du MP, de PPM. Ce sont des frères. La franc-maçonnerie ne donne pas de mot d'ordre. Oui. Il ne nous dit pas faites ci, faites ça. En notre âme et conscience, nous réfléchissons, nous regardons, nous pesons le pour et le contre, et nous avons pris une position, mais jamais de mot d'ordre. Nous sommes libres. Je ne peux pas être gêné si quelle que soit l'autorité qui fasse la promotion, je ne sais pas, d'un parti quelconque, sauf si la République est en danger, alors je serai obligé de prendre position contre ce parti qui mettrait nos libertés et la laïcité, car nous sommes aussi laïcs, hein. La laïcité est en danger. Alors là, je serai obligé de bouger et ça pourrait aller, ça peut vous paraître étrange, même un contact physique. Et quand Charles Saint-Aimé parle de combat frontal contre le fascisme, il s'appuie sur une réalité. La franc-maçonnerie se trouve du bon côté de l'histoire. Abolition de l'esclavage avec Cyril Bicêtre et Victor Schellcher. Mais aussi opposition aux nazis. Du temps de l'amiral Robert, c'est en effet un franc-maçon, le commandant Tourté, avec 200 soldats, qui prend la tête de la résistance armée, proclamant la dissidence au camp de Balata par un message radio. PC Balata à population de Fort-de-France et à toutes les autorités. Nous sommes toujours aussi résolus. Si les marins tirent sur la population, nous descendrons immédiatement. Stop, vive la France combattante. Sous le régime de Vichy, les francs-maçons ont d'ailleurs été licenciés, spoliés et même emprisonnés dans ce fortin des Trois-Îlets, le Lazaret, laissé aujourd'hui à l'abandon. Combien de personnes, je n'ai pas trouvé le chiffre dans les archives, hein. Combien de temps, mais ça a duré le temps de l'amiral Robert. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas catholiques, étaient enfermés. Donc ce qui fait qu'il y a eu pas mal de familles mulâtres qui ont été inquiétées. Plus près de nous, lorsque la Grande Grève de 2009 menace de dégénérer, on fait appel aux obédiences pour lancer un appel au calme. Une rencontre est organisée entre le secrétaire d'État en charge de l'Outre-mer, Yves Gégaud, et les représentants des 2 loges maçonniques, le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France. Toutes ces actions sont dictées par des principes.
Vous voulez que je vous passe mon bréviaire? Vous voulez le voir? Vous voulez entendre? Les principes capitaux de l'ordre. Le respect des autres et la dignité de soi. La compréhension réciproque et la tolérance mutuelle. La liberté de conscience et l'égalité parfaite. L'amour fraternel et l'amitié fidèle. Le perfectionnement individuel et l'amélioration collective. Le perfectionnement individuel et l'amélioration collective. Alors, la franc-maçonnerie est-elle bonne ou mauvaise pour la société martiniquaise? Écoutons Maurice Laouché dans une déclaration qui peut, selon vos convictions, inquiéter ou rassurer. C'est qu'à la Martinique, beaucoup de francs-maçons contribuent à tenir cette société. C'est une société qui est en crise, qui est en difficulté, l'émigration le prouve. Le monde politique patine, on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de difficultés dans le monde politique, beaucoup de décisions à prendre qui ne sont pas prises. Eh bien, les francs-maçons sont à la tête de beaucoup d'associations, à la tête de beaucoup d'établissements d'enseignement, à la tête de services dans l'administration, et là où ils sont dans leur profession, ils appliquent les principes maçonniques. Qu'elle soit jugée bonne ou mauvaise, l'influence des francs-maçons sur la société martiniquaise est en tout cas réelle. Dans notre reportage, les plus ouverts à la communication nous ont semblé ceux du Grand Orient de France. Le Ouattara a accepté de nous parler, mais pas de laisser filmer l'intérieur de son temple. Les responsables de la Grande Loge Mixte ont refusé les deux. Nous avons entendu de toutes les obédiences des réponses si similaires qu'elles nous ont semblé sortir d'un livre. Tant qu'ils garderont le mystère sur leur appartenance, les francs-maçons ne pourront en tout cas pas échapper à l'adage populaire « Qui veut le secret a quelque chose à cacher ».